Les mêmes gestes, la même facilité technique. Ces images filmées au caméscope ont beau être de mauvaise qualité. Lionel Messi, âgé de 5 ans, illumine de son talent ce match entre gamins. Un prodige venu de l'autre côté, de l'Atlantique. Rosario, le fief du révolutionnaire Che Guevara, la 3e ville d'Argentine à 300 km au nord de Buenos Aires. Lionel Messi, né le 24 juin 1987 dans le quartier populaire de Las Heras. Le portail rouge là, c'est chez lui. Le jeune prodige grandit dans cette maison, entouré de ses parents, de ses 2 frères et de sa sœur. David Treves connaît très bien la famille Messi pour avoir vécu dans ce quartier, réputé difficile. À l'époque, Las Heras était un endroit humble, où les gens sont des travailleurs. Aujourd'hui, cela reste un quartier humble, mais c'est aussi un quartier parfois compliqué. À la fin des années 80, l'Argentine vient d'en finir avec la dictature militaire. À l'époque, certaines familles du quartier sont durement touchées par la misère. Mais pour Hernán Campagnolo, journaliste argentin qui suit depuis longtemps la famille Messi, ces derniers restent plutôt bien lotis. Son père, surtout, il avait un grand travail, une fabrique, une usine d'acier, la plus importante de l'Argentine. Il était comptable, il faisait plein de choses dans l'usine. Et voilà, c'était un contexte de classe moyenne. Rodrigo Messi, le frère de Lionel, ne s'exprime que très rarement. Mais il garde des souvenirs mémorables de cette enfance passée à Rosario. Lui, le confident, se rappelle parfaitement de l'objet favori de son cadet, un ballon de football. Enfant, il faisait des bêtises, et toujours avec un ballon. C'est un enfant qui vivait pour le ballon. Dès l'âge de 3-4 ans, c'était un enfant qui se révoltait beaucoup. Mais ce qu'on a tout de suite remarqué, c'est qu'il aimait le football. Et il passait ses journées à jouer? Tout le temps, tout le temps. Ce terrain, celui du FC Grandoli, devient très vite son endroit fétiche. Malgré les faux rebonds, la magie opère chaque week-end. Imaginez un enfant de 5 ans. Il prend la balle, traverse tout le terrain et va marquer. Ce n'était pas quelque chose de normal à voir. Les gens ont commencé à s'en rendre compte dans le quartier. Ils disaient, c'est le nouveau Maradona. Il captivait tous les gens du quartier. Pas seulement ceux qui, comme nous, vivions avec lui. Les gens venaient exprès assister au match de sa catégorie. Les gens se divertissaient en le regardant jouer. Le FC Grandoli, puis Central Cordoba. Mais très vite, ces équipes de quartier deviennent trop petites au regard de l'immense talent du jeune Messi. À 10 ans, il intègre le club le plus titré de Rosario, un club dans lequel a joué la référence absolue, le dieu, Diego Armando Maradona. Au Newell's Boys, son entraîneur chez les jeunes est tout simplement stupéfait par ses qualités. Lorsque vous l'observiez à l'entraînement ou en match, vous compreniez l'étendue de son talent. Tout ce qu'il faisait était si spectaculaire. Le parcours brillant de Lionel Messi pourrait être celui de n'importe quelle star du foot. Mais le jeune prodige de Rosario doit faire face à un problème rare. Un souci de santé qui pourrait bien briser son ascension fulgurante. Sur cette photo, il paraît bien plus petit que ses camarades. Et pour cause, sa croissance est très lente, trop lente. Sa famille s'inquiète. Ce n'est pas qu'il était trop petit, mais son développement n'était pas adéquat. Il tardait un peu.
Ses parents et son club prennent très au sérieux ce problème. Le jeune Lionel consulte donc un spécialiste, un endocrinologue, le docteur Schwarstein. Il faut trouver les raisons de ce déficit de croissance. Je me souviens qu'à 9 ans, Léo mesurait 1m24, 1m25. Il a fait partie de ces jeunes que je voyais régulièrement à mon cabinet pour savoir pourquoi ils étaient petits. Ils n'ont pas tous ce genre de problème. La majorité des consultations se concluent par un diagnostic normal. Tu es petit parce que tu es petit. Mais dans le cas de Léo, il y avait un déficit hormonal. Ce problème peut-il mettre en péril le rêve de Lionel Messi, devenir footballeur professionnel? L'entourage du joueur décide d'agir le plus vite possible. Le traitement consistait à remplacer l'hormone. À ce moment-là, il y a quelques années, on disposait de la même hormone que celle qui lui manquait. Ce traitement se prend de manière quotidienne et sous-cutanée. C'est très facile. Des injections quotidiennes dans les jambes. Un traitement très strict pour un enfant d'une dizaine d'années. Comment Lionel Messi le vit-il? Il ne laisse rien transparaître devant ses proches. C'est vrai, il était si jeune. Le faire tous les jours, c'était douloureux pour quelqu'un qui voyait cela de l'extérieur. Mais à la fin, c'était impressionnant de le voir. Il ne voulait pas que quelqu'un l'aide? Non, lui seul le faisait. Si Lionel Messi n'en parle pas, le protocole, qu'il suit scrupuleusement, comble son déficit hormonal et lui permet de poursuivre son rêve. Au début du traitement, il a suivi un processus qui s'appelle le catch-up. Ça signifie qu'il va rapidement récupérer sa taille normale, rattraper son retard. Ça dure 1 an et demi et ça a fonctionné. De combien avait-il besoin de grandir? Il a grandi de 45-50 cm grâce à ce processus. Sur les terrains de Rosario, ses soucis de santé ne l'empêchent pas de continuer de briller. Et la rumeur d'un joueur aux qualités exceptionnelles se répand en Argentine, puis en Amérique du Sud, et même de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Barcelone, une des capitales du football mondial, le fief du mythique Barça. Josep Maria Minguella œuvre pour ce club pendant de longues années. À l'actif de cet ancien agent, les transferts de joueurs emblématiques, le Bulgare Stoichkov, le Brésilien Romario, l'Argentin Maradona. En 2000, il visionne les exploits d'un jeune talent, son âge, 13 ans à peine. En principe, je travaille avec des gamins de 18-19 ans, des plus grands qui peuvent être professionnels. Mais des agents de Rosario ont beaucoup insisté. Ils m'ont envoyé une cassette vidéo, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Et le petit gars faisait déjà ce qu'il fait aujourd'hui, sauf qu'il n'avait que 12 ou 13 ans. Bluffé, Minguella propose d'organiser un test. Pour la première fois, en juillet 2000, Léo Messi quitte Rosario, accompagné de Jorge, son père, direction la Catalogne. À cette époque, Carles Rexach supervise les équipes de jeunes du Barça. Je me souviens, je passais devant ce terrain comme tous les jours. Je me suis arrêté et j'ai tout de suite vu ses dribbles, ses actions spectaculaires. C'était un enfant différent, à un niveau spécial. Le talent est indéniable, mais un des clubs les plus puissants du monde a-t-il vocation à recruter un garçon, certes surdoué, mais encore très jeune, et pas encore formé physiquement?
À cette période, personne ne savait s'il fallait dire oui ou non, s'il fallait refuser. Il était petit, il était étranger. Il fallait convaincre les dirigeants du Barça d'investir non pas sur un joueur qui allait débuter le dimanche suivant en équipe A, mais de miser sur un adolescent qui pourrait peut-être évoluer en équipe professionnelle, mais dont le talent pouvait disparaître d'un seul coup. Et ça complique toujours beaucoup les choses. L'état-major du club hésite. Nous sommes en décembre 2000. Plus de 4 mois après le premier test, les négociations n'avancent plus. Le destin du jeune Messi s'obscurcit. Quand on a décidé de le faire signer, on s'est dit qu'il faudrait le faire venir au club pour paraffer le contrat. Et puis il s'est passé une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça ne se faisait pas, et ça devait être le lendemain, puis le jour d'après. Au bout d'un moment, son père et son agent ont fini par se fâcher. Ils ont dit, si cette semaine on ne signe pas, on retourne au pays. Un ultimatum qui va bouleverser la vie de Lionel Messi. Le 14 décembre 2000, dans un restaurant barcelonais, un épisode aujourd'hui légendaire se noue. On n'avait pas de papier sous la main. On a pris une serviette de table et on a écrit son contrat sur une serviette. On a fait cela pour les rassurer surtout. Tenez, regardez, ça c'est ce qu'on a signé la première fois entre la famille Messi, Carles Rexach et moi. Le destin d'un des meilleurs joueurs de tous les temps ne tient qu'à un fil, à un bout de serviette, sans aucune valeur juridique. J'écris moi, Carles Rexach, directeur technique au FC Barcelone, promet de faire signer Lionel Messi et de respecter cet engagement, et ensuite on a signé. Lionel Messi réalise son rêve, intégrer le centre de formation du FC Barcelone. Un engagement confirmé par un contrat en bonne et due forme, la garantie de voir son problème de croissance traité par les médecins du club. Ce n'était pas écrit dans le contrat, mais bien évidemment, il était logique que le Barça s'engageait à faire le nécessaire pour le développement du joueur, à entrer en contact avec les médecins espagnols, mais aussi avec les spécialistes de la croissance pour continuer son traitement. Et le FC Barcelone prenait évidemment tout en charge. On était fiers de cette nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Nous étions tous ici en 2001, je m'en rappelle très bien. C'était un pas important pour lui et pour toute la famille. L'avenir semble prometteur pour Lionel Messi. Son ascension programmée dans un des plus grands clubs du monde. La Masia, à l'ombre du mythique Camp Nou. Ici sont élevés de futurs champions. Durant ces années, Lionel Messi y noue des amitiés durables. Il y rencontre ses futurs équipiers Cesc Fabregas et Gérard Piqué. Il se rapproche aussi de Victor Vasquez. Ce milieu de terrain évolue aujourd'hui à Bruges, en Belgique. Mais il reste profondément marqué par son passage dans cette véritable institution barcelonaise. Vous savez, à la Masia, vous allez à l'école, vous rentrez, vous avez le déjeuner, ensuite une petite sieste, comme on fait tout le temps en Espagne. Puis vous allez à l'entraînement, puis vous rentrez et vous vous couchez. Vous ne voyez pas votre famille, vous ne voyez pas vos amis d'enfance. Vous changez complètement votre état d'esprit. Vous devez penser que vous devez jouer pour ça, pour le Barça. Il faut tout faire pour le Barça. Pour Victor Vasquez et ses camarades, être ici est un rêve. Mais au milieu de ces jeunes apprentis, pleins d'enthousiasme, Lionel Messi semble perdu les premiers mois. Quand il arrive, il est comme perdu. Parce qu'en fait, il est très très timide. Il se mettait tout le temps dans un coin du vestiaire, sans dire un mot. Pourtant, on parlait la même langue, l'espagnol. Mais je pense que c'est avant tout une question de style de vie. C'est une question de personnalité. Il est beaucoup plus calme que les autres. À la Masia, Lionel Messi poursuit son traitement médical. Mais là encore,
il se montre particulièrement discret. Je me souviens une fois, il est allé en Argentine pour son traitement. Puis après 4 ou 5 mois, il est revenu à Barcelone et il était un petit peu plus grand grâce à ce traitement. Il le gardait pour lui, pour sa vie privée, parce que c'était très difficile pour lui. J'ai plusieurs fois essayé d'en parler, mais il me répondait « Je ne préfère pas parler de ça, car c'était difficile pour lui, difficile pour sa famille. » Timide, réservé, le jeune Argentin doit apprendre à vivre loin de ses amis et d'une partie de sa famille. Le joueur progresse, l'adolescent se forge un caractère. Il y a toujours des moments difficiles aussi, durant lesquels les enfants ont besoin de leurs parents. Ils souffrent plus que les gens ne le pensent. Le père va et vient entre Barcelone et Rosario. Il est là avec ses 2 frères. Sa maman, elle, reste en Argentine parce qu'elle se sent mieux à Rosario avec le reste de la famille. Mais de temps en temps, elle vient aussi ici, à Barcelone. Mais pour le jeune Messi, ce qui compte par-dessus tout, c'est de gagner le respect sur le terrain. Que ce soit avec un ballon ou ici, avec une orange, ses prouesses techniques en font très vite le leader incontesté. Nous avons fait 4 ou 5 saisons d'affilée sans perdre un match. C'était fou. Nous avons tout gagné. Parfois même, nous gagnions des matchs 20-0, peut-être même 25-0, et Messi marquait 10 buts et moi 5. C'était complètement fou. Avec Piqué et Fabregas, après 2 ou 3 mois, on se disait « Ce gars est incroyable. Il pourra faire ce qu'il veut et c'est sûr, il arrivera en équipe première, à coup sûr. » 77 matchs, 70 buts. De 13 à 17 ans, Lionel Messi survole les catégories de jeunes du FC Barcelone. Il franchit toutes les étapes avec une précocité rarement vue. Sur ces images, il a 17 ans et évolue en équipe réserve, mais les médias l'imaginent bientôt aux côtés des stars Samuel Eto'o ou Ronaldinho. Vous savez, le groupe professionnel est très fort cette année. Je pense qu'ils peuvent réussir une belle saison. Mais c'est vrai, vu le nombre de matchs au calendrier, il y aura peut-être des opportunités pour des jeunes comme moi. Désormais, la question n'est plus de savoir s'il va disputer un match officiel, mais en combien de temps il va devenir titulaire. Ludovic Giuli évolue au FC Barcelone de 2004 à 2007. Le Français y soulève notamment la Ligue des Champions. Il voit aussi débarquer ce jeune espoir qui, quelques années plus tard, deviendra un redoutable concurrent. Le mercredi, en général, on fait une opposition, la A contre la B. Et on a commencé à le découvrir à ce moment-là, parce qu'il jouait avec la B. Mais il était encore jeune, il avait que 16 ans. Donc déjà, à l'époque, c'était énorme de pouvoir jouer, qu'il joue avec nous ou contre nous. Il marque tout de suite les esprits par sa conduite de balle. La vitesse et la technique, il l'avait. Après, on s'est dit oui, ça va être un bon joueur si il passe ces étapes qu'il devait passer avec la B et ensuite avec nous. Et comme toujours avec Lionel Messi, il franchit ces étapes naturellement grâce à son talent. 15 octobre 2004, il débute en championnat d'Espagne et bat un premier record, celui du plus jeune joueur à évoluer sous le maillot du Barça, à 17 ans, 3 mois et 22 jours. Quelques mois plus tard, il marque ses premiers buts, devenant le plus jeune buteur de l'histoire des Blaugrana. Rien ne semble pouvoir lui résister. Il arrive doucement. Il arrivait quand il y avait Ronny, il y avait Eto'o, il y avait moi, il y avait Deco. Donc lui, il est arrivé, hop. Et quand Ronny, par contre, est parti, c'est là que on avait des attentes par rapport à lui. Mais on l'a préparé pour ça. C'est là qu'il a commencé à être constant et à être bon, à être très bon. L'Argentin prend toujours plus de place, il se montre encore plus décisif. Conscient de cette influence grandissante, un homme décide de bouleverser la hiérarchie, de construire toute l'équipe autour de lui. Pep Guardiola est l'ancien capitaine du Barça.
Il connaît par cœur les arcanes du club. Avant même son arrivée au poste d'entraîneur en juillet 2008, il noue avec l'attaquant argentin une relation spéciale. Guardiola était toujours proche de lui et il disait « Ok, t'es le meilleur au monde, tu as le droit de faire 2 ou 3 mauvais matchs comme tout le monde et après tu remonteras encore et encore. » Et il poussait toujours Messi. Guardiola croit plus que tout le monde en Lionel Messi. Dans une équipe composée de grands noms comme Thierry Henry ou Samuel Eto'o, vainqueur de la Ligue des Champions 2 ans auparavant, il chamboule tout, les méthodes d'entraînement, comme le leadership. Je pense qu'il a dit à l'équipe « Ok, nous avons Messi. C'est le meilleur joueur au monde maintenant. Nous avons 11 joueurs sur le terrain, mais nous devons tous jouer pour lui parce qu'il fait la différence. » Autour de Messi, Guardiola choisit des joueurs avec un profil bien défini. L'objectif, mettre son attaquant vedette dans les meilleures conditions. Omar Da Fonseca commente la Liga depuis une dizaine d'années. Jouer pour Lionel Messi, cela demande des caractéristiques précises. Il faut surtout avoir une qualité technique de tout ce qui est passe, contrôle, vision. Il faut quelqu'un qui lui fasse du mouvement, qui lui libère un peu les espaces pour que justement lui il ait la liberté de pouvoir dire bon bah j'y vais ou je lui donne. Il lui faut du mouvement et quand il a du mouvement, ben, on voit qu'il réussit des choses incroyables. Une stratégie gagnante. Le Barça domine l'Europe. Lionel Messi est étincelant. Encouragé par les succès, Guardiola n'hésite pas à faire des choix encore plus radicaux. Alexandre Juillard a enquêté de longs mois sur Lionel Messi. Il a écrit avec Sébastien Fest ce livre, un livre dans lequel il décrypte notamment ses relations avec les autres stars du Barça. Plus il a pris de la place sur ce terrain, et plus en fait il a été revendicatif sur les choses qu'il voulait. La cohabitation s'est jamais bien passée avec les grands attaquants. Samuel Eto'o, il paraît que c'était très compliqué. Zlatan Ibrahimovic, là c'est carrément, ça a été l'exemple type quoi. Où il est face à une grande gueule, quelqu'un qui est charismatique, donc tout son opposé. Saison 2009-2010. Le FC Barcelone recrute à prix d'or Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois attire sur lui les projecteurs et cela, Lionel Messi le vivrait très mal, au point d'avoir une réaction épidermique. Un jour, donc, il est dans le car après un match du FC Barcelone. Zlatan Ibrahimovic est en pleine bourre. Et donc, il sent qu'il perd du terrain. Donc, Lionel Messi décide d'envoyer un texto à son coach, Pep Guardiola, qui est quand même si lui, il est au 8e rang, Pep Guardiola est au 1er rang du bus, donc pas très loin, quoi. Il lui envoie un texto en lui disant, bon, bah, en gros, si jamais on veut plus de moi, bah, autant me le dire gentiment. Et puis moi, je ferai mes valises et je partirai. Un ultimatum à l'effet immédiat. Ça a été la fameuse révolution de Guardiola de décider de déplacer Lionel Messi de l'aile droite ou de l'aile gauche jusqu'au centre et de devenir un faux numéro 9. Et donc, par la même occasion, de virer, quoi, tout simplement, Zlatan Ibrahimovic. Les décisions fortes de Guardiola donnent des résultats qui vont au-delà des espérances. Depuis 2008, le Barça rafle toutes les compétitions ou presque. 2 Ligues des Champions, 2 Mondiales des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes d'Espagne, 4 titres de champion d'Espagne, 4 Supercoupes d'Espagne. Mais ce flot de succès a un prix. Lionel Messi s'expose énormément. Voici une étude édifiante réalisée par un journal de référence en Espagne. Il répertorie toutes les blessures du joueur star du Barça. 16 lésions, plus ou moins graves, depuis août 2005. Plus remarquable, 2 muscles sont régulièrement touchés, le biceps fémoral gauche et les adducteurs. Alain Simon a dirigé le staff médical du PSG, puis de l'équipe de France. Existe-t-il un lien entre ces blessures récurrentes et le traitement hormonal suivi par Messi pendant son adolescence? Aucun. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun rapport. Les hormones de croissance, quand elles sont utilisées chez les professionnels, chez les sportifs, dans tout sport confondu, puisqu'on en a entendu parler dans plein de sports, eh bien, elles sont utilisées pour renforcer la masse musculaire. Donc, pour renforcer la masse musculaire, la protéger. Et en fait, quand les gens utilisent des hormones de croissance, renforcent de façon anarchique leurs muscles, ils risquent plus sur les tendons que sur les muscles. Le muscle n'est pas forcément plus vulnérable parce qu'on a pris des hormones de croissance. Mais alors pourquoi Lionel Messi se blesse-t-il autant au même endroit
et notamment aux adducteurs. Il se blesse plusieurs fois parce que d'abord c'est le muscle le plus sollicité, mais surtout parce que est-ce qu'on lui laisse le temps de cicatriser? Est-ce qu'on lui laisse le temps de se réparer? Est-ce qu'on lui laisse le temps de récupérer et de reprendre? C'est moins sûr. Lionel Messi dispute en moyenne 52 matchs par saison. Ces blessures seraient donc le contre-coup inévitable d'une carrière effrénée au plus haut niveau. Pour soutenir le rythme, prévenir des blessures, le Barça entreprend depuis près de 10 ans un travail de fond individualisé. Le staff surveille tout, de la récupération à l'alimentation, le péché mignon de Messi, lorsqu'il était jeune. Quand il est arrivé à la première équipe à Barcelone, qu'il venait sortir de la Masie, il était tout jeune. Il mangeait que des pizzas, des pâtes, des choses qu'un sportif professionnel il peut manger, mais pas tout le temps, pas beaucoup de légumes. Et c'est à ce moment-là, le Barça a mis un nutritionniste et tout a commencé à se complémenter. Juan Robro, ici à gauche, et pendant plusieurs saisons son préparateur personnel. Sa mission, donner à Messi un physique à la hauteur de son talent. Michael Jordan, Diego Maradona et pas mal des autres, ils avaient aussi un personal trainer. Et même un masseur, des gens qui sont 100% de son confiance, parce qu'il passe tellement de temps avec eux, qu'ils les connaissent super bien, sa façon de se nourrir, de dormir, de s'entraîner. Il apprend à ménager son corps, à travailler en fonction de son gabarit atypique, 1,69 m pour 67 kg. Ludovic Giuli a la même morphologie que Lionel Messi, et cela nécessite d'être particulièrement attentif à la récupération. Quand on est de cette taille-là, ce qu'on a peur, c'est toujours de la déchirure. Parce qu'on a besoin de récupérer, on est tonique, on n'a pas besoin de nous travailler la vivacité, la vitesse tous les jours, ça sert à rien, on l'a en nous. Il faut juste que le muscle il se repose bien, qu'on l'étire, qu'on essaye justement que dans la récupération, il y a un moment donné où nos jambes elles sont à 100%. Le résultat de ce travail saute aux yeux. À gauche, Lionel Messi en 2005, à droite, en 2014. Plus costaud, plus affûté, plus musclé, notamment au niveau des jambes. Jusqu'à 2008, il n'avait même pas des mollets, il avait plutôt des cure-dents comme aux jambes et assez menu. Là, on parle tout au début, lorsqu'il ne tenait même pas sur ses jambes, le côté résistance physique par rapport à l'impact, etc. Et il ne l'avait pas du tout. Maintenant, je crois qu'il a élargi les épaules, il a une espèce d'amplitude de corps qui lui permet encore mieux bonifier le côté technique. Et les Barcelonais le savent, un Lionel Messi à 100% physiquement peut leur offrir des moments inoubliables. 2011, sur le terrain de l'ennemi, le Real Madrid, il inscrit un des plus beaux buts de sa carrière. Conduite de balle, vitesse d'exécution, sang-froid devant le but. En une action, un concentré de Lionel Messi au sommet. En 2009, à 2 jours d'un match France-Argentine, Thierry Henry, alors équipier de Messi au Barça, décrit cette fameuse conduite de balle entre analyse technique et admiration totale. Léo a un dribble court que j'avais rarement vu avant. On a vraiment l'impression que son ballon est collé à son pied. Léo Messi, attention, ça lui permet de pouvoir changer de direction à n'importe quel moment et d'effacer un joueur à n'importe quel moment. Léo Messi, attention, il y a tellement d'enjeux. Certains évoquent le talent, d'autres n'hésitent pas à aller encore plus loin. Bien sûr, c'est un don. L'assumer, l'exploiter, le dominer, l'utiliser dans les séances qu'il faut. En plus, je dis de lui tout le temps, il a une espèce de souplesse des chevilles. Il arrive à manier. On appelle ça le côté talent, génie, venu on dit tout le temps, je crois qu'il a des sens beaucoup plus développés que n'importe quel autre joueur. Ce qui paraît encore plus fort, c'est que Messi a fait de son point faible sur le papier, sa taille, un véritable atout. Quand on est petit comme nous, on n'a pas le choix. On a la chance d'avoir de la technique et de la vivacité. Et aujourd'hui, la vivacité, on voit que c'est hyper important sur le terrain et on joue avec nos qualités. Nous, on n'a pas demandé d'être petits. On a demandé juste d'aimer le foot et on a ce point fort. Ce point fort, c'est la réaction et la vivacité par rapport aux autres joueurs. Donc ça, nous, on l'a en nous. Messi a ce pouvoir unique, tout faire basculer sans avoir besoin de marquer. Sur cette action, il fixe 3 joueurs de Manchester. La défense adverse est désorganisée. David Villa est démarqué à l'entrée de la surface de réparation. L'attaquant va avoir le temps de contrôler le ballon
puis d'ajuster une superbe frappe. Son impact dans une équipe est tel qu'au Barça, il y a l'ère Messi, il y a le reste. Sans aucun doute. Il y a dans cette équipe une Messi-dépendance. On a bien constaté que c'était un joueur indispensable pour nous. Mais la dépendance vaut aussi dans l'autre sens, car dans l'équipe, on fait tout pour lui faciliter le chemin vers le but. L'analyse d'Andrés Iniesta appelle une question fondamentale. Lionel Messi pourrait-il réussir dans un autre club, dans une autre équipe, qui ne lui serait pas entièrement dévouée? S'il va en Angleterre, je continue à dire que le foot anglais, il est beaucoup moins rigoureux, moins insouciant dans tout ce qui est purement défensif, des stratégies. Les défenseurs, ils rentrent encore. C'est hors de question qu'en Angleterre, un défenseur central qui mesure moins d'1,90 m. C'est presque inadmissible. Qui dit tout ça, il dit une espèce de raideur, une espèce de lenteur pour se retourner. Donc, je dis que si Messi va en Angleterre, il fait un festival. Un immense joueur qui pourrait donc s'adapter à n'importe quel style de jeu, dans n'importe quel championnat. Juge les meilleurs. Je confirme ce que les gens disent, c'est un excellent joueur. Alors oui, encore une fois, ce n'est vraiment que du bonheur de voir un tel prodige sur le terrain. Bien sûr qu'il fait déjà partie de l'histoire du football. Alors oui, il a encore des choses à prouver. Il est très jeune. Mais oui, encore une fois, il peut écrire les plus belles pages du football. Les 4 ballons d'or conquis par Lionel Messi résument bien sa place dans l'histoire du football. Un joueur unique. Messi sur le terrain, son talent fait l'unanimité. Sa personnalité reste, et c'est rare pour une star de cette ampleur, extrêmement méconnue. Enchanté, merci de nous recevoir chez toi. Merci. Et bienvenue chez le Ballon d'Or, le mieux élu de l'histoire. Un Lionel Messi fidèle à lui-même en toute simplicité, au moment de se voir annoncer le résultat d'un vote en forme de plébiscite. Profitez bien de cette séquence. Elle est extrêmement rare, car peu de télévisions sont autorisées à entrer au domicile de Lionel Messi. Ce soir-là, l'occasion est exceptionnelle. Il remporte son premier Ballon d'Or. Entre boissons gazeuses et toast, sans ostentation, l'Argentin reçoit chez lui quelques membres de la rédaction de France Football et confie sa joie à mots comptés. Je ressens forcément une grande joie pour beaucoup de raisons. C'est une grande émotion, un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Messi vient d'être consacré meilleur joueur du monde et pourtant, difficile de trouver beaucoup d'enthousiasme dans ses paroles ou dans son attitude. L'homme est mystérieux puisqu'on le connaît pas, il donne très peu aux médias, il a a priori, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'aime pas se retrouver en face à face avec quelqu'un, donc déjà, voilà, une communication, on va dire, assez restreinte. Tous ceux que nous avons interrogés sont unanimes. Qu'ils aient connu Messi, enfant, adolescent ou adulte, tous évoquent un trait de caractère en particulier. Sa timidité. Léo, on l'entendait pas, on l'entendait de temps en temps sur 2-3 conneries qu'on faisait, mais c'était quelqu'un de très réservé. Hein. Normal, tu as 16 ans, tu te retrouves dans un vestiaire de pro avec des phénomènes, voilà. Ce qui est aujourd'hui la même chose, parce qu'aujourd'hui il est un peu moins timide, mais quand je le vois, quand je le rencontre, il y a toujours ce moment de timidité de 5 minutes, après ça passe. On n'avait que 14 ans. On allait au supermarché pour faire du shopping, on allait faire du bowling avec les amis. Mais comme je vous disais, il était vraiment très discret, il était timide. Il était toujours avec son frère et son père, donc il était vraiment très calme. Bon, ça lui arrivait de sortir parfois avec nous, mais franchement pas beaucoup. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il est arrivé à la Masia, qu'il a commencé à jouer à Barcelone, dans la fameuse génération Piqué, Cesc, Fabregas, Piqué a un jour raconté qu'il se demandait s'il était muet ou pas. Donc c'est dire si il faisait profil bas, et ça n'a jamais été quelqu'un de très communicatif.
Est-ce dû à ces années passées loin de l'Argentine, à ces moments difficiles vécus pendant l'enfance ou l'adolescence? Lionel Messi se comporte de la même manière qu'il soit à Barcelone ou chez lui, à Rosario. Moi, je le côtoyais tous les 28 décembre. Il fait en Argentine avec les associations, il réunit, etc. Je le côtoyais déjà 2-3 fois. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a du mal à pouvoir encore se forger. Vous lui dites s'il pleut, il sort, il va dire peut-être. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas encore déterminé. C'est pas du tout quelqu'un que lorsqu'il rentre dans une chambre, dans une pièce, comme on dit, vous retournez. Si tu le vois, il est toujours, toi, il est à peu près petit, mais il fait encore plus petit. Tu le vois, tu lui dis vas-y prendre une photo, il y va. Toi, c'est un mec pas charismatique. Non, voilà, du tout. Messi l'atypique, un talent immense, mais une aura limitée en dehors du terrain. Dans un vestiaire comme celui du Barça, constitué de caractères bien trempés, force-t-il sa nature en prenant par exemple la parole avant un match? Alors peut-être aujourd'hui il le fait plus parce qu'il a le statut et peut-être qu'il a la confiance et que voilà, il a l'expérience en plus, mais c'est pas quelqu'un c'est pas un aboyeur, c'est pas quelqu'un qui va gueuler tout le temps. Discret dans le secret d'un vestiaire, Lionel Messi l'est aussi dans la vie. Il est une star dont les moindres gestes sont scrutés et pourtant, il parvient à parfaitement préserver son intimité. Voici une information certaine. Toute la famille Messi vit au calme ici, à Castelldefels, à une trentaine de minutes en voiture du centre de Barcelone. Pour le reste, comment le quadruple Ballon d'Or occupe-t-il son temps libre? À quoi ressemble sa vie? C'est difficile de le dire. Il se montre pas, il bouge pas beaucoup. C'est quelqu'un qui dort beaucoup, ça on le sait. Tout le temps avec la famille, mais s'il rentre de l'entraînement, tout le monde est à la table. Midi, soir, toute la famille habite dans le même quartier et on se retrouve, oui, pour déjeuner, pour dîner. Que sait-on de sa vie privée? Que Lionel Messi est en couple avec Antonella Roccuzzo, ici en blanc, au centre de l'écran. Une amie d'enfance avec laquelle il a un fils, Thiago. Et c'est tout. Hors de question de faire chaque semaine la une des magazines. En cherchant bien, nous avons trouvé un article sulfureux. Il date de 2006, évoque une soirée qui serait pleine d'alcool, de sexe et de musique. C'est pas quelqu'un qui va aller sur tous les dance floors de Barcelone. C'est pas quelqu'un qui va aller boire plus que de raison. C'est pas quelqu'un qui va aller se marrer avec ses copains dans une boîte ou dans un bar ou dans un restaurant. C'est quelqu'un de très casanier. L'image de Messi, c'est celle du bon père de famille, concentré sur sa carrière sportive, discret sur sa vie privée. Un personnage sans histoire pour qui la famille est un véritable refuge. Les Messi, un clan avec un personnage central. Le chef de clan, c'est le père, Jorge Messi. Voilà, c'est lui qui gère tout. Il a toujours voulu le mieux pour son fils. Donc c'est lui qui a toujours vécu avec lui, qui l'a amené à Barcelone. C'est lui qui s'est battu pour que son fils signe un contrat. Un père omniprésent, tout comme Rodrigo, le grand frère de Lionel. Et cela dure depuis 14 ans, depuis ses premiers pas chez les jeunes du FC Barcelone. Son père et son frère étaient toujours là à l'entraînement. Ils étaient toujours avec lui. Il l'accompagnait à l'entraînement parce qu'il était toujours tout seul. Je me souviens aussi qu'il venait toujours à l'école avec son frère et son père. C'est une relation assez fusionnelle. Et son père, il est partout, même dans les entraînements, dans les matchs. Il voyage parfois avec l'équipe. Il est en contact direct tout le temps, lui, ses frères. On le voit avec la fondation Messi, les petite implication dans les réseaux sociaux pour essayer de montrer la vie qu'il y a Messi. Son père, il est toujours à côté. Ses parents, ses frères, sa sœur ne se contentent pas de le soutenir les soirs de match. Via la fondation Messi ou la société Lionel Messi Management, ils donneraient leur avis sur tout. Contrat avec le club, contrat publicitaire, opération marketing. Et les décisions les plus stratégiques se prendraient en famille. Ça se débat à la table. Donc il mange les pâtes, les choses, les milanesas qui fait sa mère. Et c'est eux qui sont la voix et même les votes sur ce qui va décider et qui va faire Messi. Donc c'est très très important et Messi les écoute et il a une confiance aveugle.
Avant, on fonctionnait comme ça. On pouvait comprendre à l'époque des stars de foot des années 80 en Amérique latine qui avaient le même fonctionnement. Maintenant, tout est beaucoup plus professionnel. Si on doit signer un contrat, on embauche un comptable. On les paye 3, 5, 7, 10%. Si on doit faire un contrat, on a un avocat. Est-ce la peur des mauvaises influences? Lionel Messi est-il surprotégé par sa famille, et notamment son père? Je pense pas que c'est. Il a pas forcément envie de tirer la couverture à lui, mais il a surtout pas envie de donner de l'argent aux autres. En fait, d'avoir l'impression que c'est grâce aux autres. Quoi. Pour lui, c'est son fils. Quoi. Je pense qu'il vénère son fils. Hein. Je pense que vraiment ça, c'est. Il idolâtre son fils comme son fils idolâtre son père. Un mode de gestion familiale assez atypique. Une image moins bling-bling, plus discrète qu'un Cristiano Ronaldo. Une stratégie qui porte ses fruits. Lionel Messi, héros du dernier spot de son équipementier. Une pub diffusée dans le monde entier, vue 40 millions de fois sur YouTube. Messi choisi par son sponsor pour contrecarrer l'autre icône du foot mondial, Cristiano Ronaldo. En 2013, en termes de contrat publicitaire, l'Argentin serait devenu la référence mondiale devant David Beckham. Il ferait mieux que son rival sportif, le Portugais Cristiano Ronaldo, avec 26 millions de revenus. Presque une surprise. On se rend compte qu'aussi son image est beaucoup plus... voilà, c'est quelque chose de plus sérieux sur des grosses marques qui peuvent communiquer partout à travers la planète. Je pense qu'il est quand même au même niveau que Cristiano Ronaldo. Vincent Chaudel est un spécialiste du marketing sportif. Sur le long terme, Messi, l'anti-héros, peut-il devenir une marque plus forte que Cristiano Ronaldo, son physique avantageux? Ses déclarations tapageuses. Cristiano Ronaldo soigne cette dimension marketing depuis bien plus longtemps que Messi et qu'il a occupé un territoire qui sera difficile pour Messi d'aller chercher parce que s'il veut juste aller chercher entre guillemets le territoire de l'excellence, Cristiano Ronaldo peut rivaliser. Alors, est-ce qu'il aura le même sex symbole que Cristiano Ronaldo pour les jeunes, tant en Asie qu'en Europe qu'en Amérique? Ça risque d'être un peu compliqué. L'image marketing de Lionel Messi tend à se développer, à séduire un public encore plus large. Et pourtant, un épisode récent est venu écorner sa réputation. Un scandale assez inattendu qui a fait très grand bruit en Espagne et remis en cause son intégrité et celle de son entourage. 27 septembre 2013, Lionel Messi face au juge. Incroyable, la star du football, à l'image publique parfaite, doit répondre de l'accusation de fraude fiscale. Il aurait omis de déclarer ses revenus de droit d'image, estimés à plus de 10 millions d'euros. Une humiliation publique. C'était un moment où en Espagne il y avait beaucoup de problèmes politiques et finalement Messi a fait les unes de tous les journaux pendant 2 semaines parce que c'était un voyou qui ne payait pas ses impôts. Donc il a été sali. Dans l'ombre de Lionel, c'est son père Jorge, lui aussi sur le banc des accusés, qui est jugé responsable par une partie des observateurs, un père qui n'hésite pas à dédouaner son fils en direct à la radio. Il n'a absolument rien à voir avec ça. Il n'y a pas lieu d'évoquer cette affaire. Ce sont mes affaires et mes avocats s'en occupent. Il n'a rien à voir là-dedans. Et si ce scandale illustrait les limites du fonctionnement des Messi, les limites du repli sur la famille? On est sur un problème fiscal, il n'a pas payé ses impôts, c'est pas lui le comptable, il va pas regarder les chiffres, il y a tellement de choses à gérer. Bon, ça c'est normal. Après, de dire qu'il n'a aucune responsabilité dessous, c'est un peu facile quand même, parce que ça veut dire, c'est son argent quand même, c'est lui qui le gagne, c'est lui qui doit payer des impôts. Cet épisode-là, pour moi, est assez significatif de ce qu'est Lionel Messi et comment il gère sa vie. Lionel Messi est avant tout respecté pour ses performances sur le terrain. Il ne sera jamais une célébrité. Il cultive avant tout l'image d'une star du sport adulée partout dans le monde, mais paradoxe, rarement épargnée dans son propre pays.
Un accueil digne de champion du monde. Nous sommes au lendemain de la finale du dernier mondial. Malgré la défaite 1-0 face à l'Allemagne, les joueurs argentins ont gagné le respect de tout un pays. Messi, capitaine d'une équipe vaincue, mais fantastique pour la presse argentine, et honoré par la présidente de la République. Je voulais vraiment ramener la Coupe du Monde ici et en faire profiter tout le monde. On a tout fait pour, on a tout donné. Mais ça n'a pas suffi. Malgré la défaite, je crois qu'on a rendu tout le pays heureux. Une Coupe du Monde en forme de revanche. Avant les unes élogieuses, le chemin a été long pour Lionel Messi, son histoire très tumultueuse, sous le maillot bleu et blanc. « 17 août 2005, la Pulga Lapus, comme on le surnomme dans son pays, fête sa première sélection. Il ne reste que 47 secondes sur le terrain après un carton rouge. L'histoire commence mal. Mais ce qui dessert Messi, ce n'est pas cette expulsion, la seule et unique de sa carrière à ce jour, ni ses qualités footballistiques, non. C'est son parcours personnel qui ne plaît pas aux supporters. Tout le monde en Argentine, si on sait que tu es très fort, on n'aime pas trop que tu as quitté l'Argentine pour aller habiter en Espagne. Les Argentins reprocheraient à Messi d'être parti trop jeune, à l'âge de 13 ans. Hernan Campaniello s'est lui aussi exilé pour travailler en Europe. Le regard serait parfois acerbe vis-à-vis des expatriés. Et dès qu'on rentre en Argentine, on ne regarde pas de la même façon. On pense que nous, on est des Européens, qu'on a beaucoup d'argent, qu'ici tout est facile. Donc voilà, de toute façon, tu n'es pas ici pour savoir comment ça se passe. Donc il a toujours une méfiance, mais aussi, on n'est pas égal. C'est un reproche? C'est un reproche avec beaucoup de rancœur aussi, ouais. Lionel Messi a forgé sa légende à Barcelone à des milliers de kilomètres de Buenos Aires. Gagner le cœur des supporters représente, dès ses débuts, un immense défi. Souvent, en fait, les joueurs de sélection argentine, ils ont toujours pour eux d'avoir joué pour un club argentin. Donc, le mec qui a joué à River Plate, le mec qui a joué à Boca Juniors. Et donc, ils ont un soutien d'une certaine frange de la population ou de certains supporters. Lionel Messi, lui, quand il arrive en équipe d'Argentine, déjà, on se demande s'il est argentin, s'il est espagnol, qu'est-ce qui lui a pris dans sa tête d'aller partir en Espagne, alors qu'en Argentine, on forme très bien les joueurs. Enfin, il y a déjà du scepticisme assez important. Lionel Messi a-t-il conscience de ce décalage avec son pays? Nous sommes en 2006 et il tente d'arrondir les angles. Je me sens argentin, mais c'est vrai que je dois beaucoup à la Catalogne et au Barça qui m'ont accueilli. Outre le simple éloignement géographique, il existerait un autre décalage entre Messi et l'Argentine, la mentalité. C'est pas une grande gueule comme tous les Argentins. La plupart d'Argentins, on est des descendances gestuelles, vocales, etc. Avec une espèce de aura et des certitudes très bêtes. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est quelqu'un d'encore, oui, trop calme. Si on attend de Messi le côté rageur, le côté chiffonnier, et c'est pas lui. Mais le football sud-américain réclame d'autres vertus moins techniques, plus physiques et mentales. Quand on fait des éliminatoires, une Copa América, quand on va jouer en Bolivie, en Équateur, on se fait rentrer dans la gueule, les stades, la pelouse, elle n'est pas toujours bien. Voilà, il a fallu aussi qu'il s'adapte à ce football-là, qu'il le découvre, puisqu'il ne le connaissait pas. Une approche du football plus européenne que sud-américaine. Une carrière menée depuis plus de 13 ans en Espagne. Voilà ce qui a longtemps porté préjudice à Lionel Messi. Mais le Barcelonais est aussi la victime indirecte d'un autre joueur, un autre numéro 10, le dieu des Argentins. Parfois, Messi joue pour Messi. Il se sent tellement supérieur qu'il oublie ses compagnons de jeu. Septembre 2008. Après un piètre match nul contre le Pérou, Diego Maradona s'en prend violemment à Lionel Messi à la télévision. Les mots sont durs, encore plus quand ils viennent de l'idole de tout un pays. Messi, Maradona, les deux plus grands footballeurs argentins, l'histoire de joueurs très différents. Ils sont tous les deux numéro 10, ils sont tous les deux pas très grands, ils sont tous les deux gauchers, ils sont tous les deux argentins. Mais en fait, je pense que c'est les seuls points communs qu'ils ont.
Sur le terrain, ils sont incomparables en fait, ces deux joueurs, quoi. Maradona, c'est certainement le plus grand magicien qui a existé, avec Ronaldinho peut-être, mais je veux dire, c'est vraiment un mec qui faisait beaucoup de choses avec le ballon. Et Lionel Messi, c'est le règne de la vitesse, quoi. C'est quelqu'un de supersonique avec le ballon. Donc c'est vraiment deux perceptions, deux époques différentes. Maradona, le fêtard qui sombra dans la drogue, Messi à la vie privée beaucoup plus rangée. Deux caractères, deux leaders incomparables. Disons que Maradona, c'était un magnifique, j'ai joué avec lui et tout, c'est un mec qui faisait ce qui est un truc de fou. Il avait ce qu'il faut rajouter dans le foot, le côté athlétique. Maradona, vous pouviez le mettre comme aventurier dans une équipe. Maradona, il pouvait aller dos au but, même s'il n'était pas non plus très grand. Tout ce qui est contact, friction dans le jeu des corps à corps, du dos, machin, Maradona, je ne dis pas qu'il aime ça, mais ça ne le gêne pas. Alors que Messi, du tout. Messi, c'est pas quelqu'un, si vous lui soufflez trop dans la nuque, dans les oreilles, il aime aller face à face pour éliminer, pour te provoquer, mais en partant face à l'adversaire, etc. Malgré des visions très différentes, Lionel Messi voue, comme beaucoup d'Argentins, une admiration totale pour son glorieux aîné, captivé très jeune par son charisme. Dieu, c'est Maradona. Non, on ne peut vraiment pas me comparer à lui, il est unique. Même si le football a changé, Maradona était et restera le meilleur joueur du monde. Deux stars si opposées, avec un orgueil de champion, peuvent-elles s'entendre? Pendant près de 2 ans, de 2008 à 2010, ils se côtoient en sélection. Messi en est la star montante et Maradona, l'imposant entraîneur. C'est un peu difficile, comme toujours avec Diego, la relation entre Messi et Maradona, parce que au début de son travail comme entraîneur de l'équipe argentine, Maradona, il voulait garder le centre de la scène. Et il disait que c'était pour absorber un peu la pression des joueurs, mais finalement, il a fait